À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la tribune. Voici Sylvain Rochon. Près d'un mois après le tragique incendie de l'église paroissiale, on est à Saint-Ours aujourd'hui. On vous y retrouve immédiatement après la pause. À tout de suite. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à la tribune. On ne peut pas se poser ici à Saint-Ours sans aborder le feu qui a ravagé l'église. On va y consacrer le premier segment de cette émission. Avec moi, le maire Sylvain Dupuis et Sylvain Forget, qui est directeur adjoint du service d'incendie. Bonjour, messieurs, d'abord. Bonjour. Sylvain Dupuis. Oui. C'est compliqué. Et toi, Sylvain, ça s'est pas produit souvent dans l'histoire de CJSO. Alors, Sylvain Dupuis, tu as de chez toi entendu là, ce violent coup de tonnerre le soir du 17 juillet. Et au son seulement, tu t'es dit là, que ça ne va pas d'allure, que tu as créé le pire à ce moment-là. Bien, pour vrai, là, j'étais chez moi en train de faire la vaisselle, comme tout homme de 2025. Oui. Ça a vraiment fait un gros pas, tu sais. Puis, écoute, les souvenirs d'un bruit fort comme ça, ma jeunesse, genre, tu sais, t'entends pas ça souvent, c'était tellement fort. Puis j'ai dit à ma conjointe, dit, mon Dieu, ça fait longtemps que ça n'a pas comme frappé fort comme ça. Puis quelques secondes après, ben, tu sais, nous, on est connectés sur les beepers des pompiers, puis tout d'un coup après, là, ça s'est mis à beeper partout. Te souviens-tu de l'heure précise? Moi, c'était 6h04 que j'ai été... C'est précis, merci. Que moi, j'ai été sensibilisé, mais même avant ça, il y avait déjà des citoyens dehors en train de regarder. 50 à peu près. C'est ça, parce qu'on voyait la boucane sortir. Donc, tu sais, le monde voyait dehors, puis tout le monde m'appelait à aller dehors. Je dis, laissez-moi finir ma vaisselle. Mais, comprends? Mais l'idée là-dedans, c'est que... Il y a aussi ta conjointe qui disait « Finis ta vaisselle ». Exactement. Sylvain Forget, il est désormais démontré que la foudre a frappé l'église parce que vous hésitiez à le confirmer là, pendant que vous combattiez l'incendie. Mais ce l'est maintenant confirmé? Oui, ça a été confirmé, mais tout nous donnait à penser ça. Là. Les circonstances, les visuels, les témoignages, ce qu'on a constaté à l'arrivée, parce que quand on est arrivé, j'ai même pas eu le temps que l'appel rentre sur mon pagette. Les citoyens m'appelaient sur mon téléphone cellulaire pour me dire que l'église est en feu. Fait que ça a été assez... Quelle partie de l'église la foudre a-t-elle frappé? Bon, ça devrait être vers l'arrière et non pas le clocher en avant. Là. C'est plus vers l'arrière que le... Où est-ce qu'il y avait un paratonnerre, dans le fond. Là. Il y en avait c'est pas la partie la plus haute, ça, de l'église en arrière? Non, c'est pas la partie la plus haute. C'est pas la partie la plus haute. L'appel est entré rapidement à la caserne? L'appel est rentré très rapidement, mais l'appel est rentré, comme je te dis, personnellement sur des téléphones avant même que la centrale nous avise. Fait que ça a été extrêmement rapide. Entre le temps que j'ai entendu la foudre, parce que j'étais à Douar aussi quand le tonnerre est tombé, j'étais assis à la galerie. Je savais que ça avait frappé dans le village parce que je reste pas loin de l'entrée du village. Et puis, j'ai dit à ma femme, non, ça a tombé proche, je serais pas surpris qu'on ait un appel. Mon téléphone a sonné. Toi aussi, tu as lâché la vaisselle. Des fois, on pense que c'est un arbre ou, tu sais, des fois, c'est quelque chose comme ça qui se fait frapper, mais on n'aurait jamais pensé à l'église. Par le son, tu le vois que c'est très, très proche. Là. Il n'y a aucun délai, c'est instantané. L'éclair, le son est en même temps. Combien de pompiers et puis de quelle flotte de véhicules dispose-t-on ici à Saint-Ours? À Saint-Ours, j'ai 2 autopompes, un autopompe citerne, un autopompe ordinaire autopompe avec les équipements basiques d'une autopompe, un véhicule d'intervention rapide, un pick-up, une camionnette. Sur la mobilisation initiale, écoute, on est sorti immédiatement, même pas 5 minutes après que l'appel soit rentré, le temps d'aller chercher les camions. Et puis, on savait, parce que ce type de bâtiment-là, tu as des plans qui prévoient comment tu vas intervenir là-dessus, parce qu'on est limité, on n'a pas d'échelle, on n'a pas... L'accès est excessivement... Si le feu est en bas, on est capable de combattre rapidement, mais le feu est dans l'entretoit. Puis une construction d'une église, atteindre l'entretoit... Alors, justement, à l'arrivée là, de votre propre service d'incendie, parce qu'on en parlera, il y en a eu plusieurs autres qui sont intervenus, que constate-t-on?
Et à quoi s'applique-t-on immédiatement? Ben, écoute, en partant de chez moi, je passe devant l'église pour me rendre à la caserne. Dans la rue, la fumée descendait déjà au sol. Il y avait de la fumée qui sortait à la grandeur du toit par toutes les ventes, dont le clocher, et de l'arrière jusqu'en avant. Fait que c'était évident qu'on faisait face à un feu d'entretoit là, et non pas de structure à l'intérieur. Je suis arrivé à la caserne et puis en demandant d'appeler les ressources externes, Sorel, NHL, etc. Et c'était déjà fait, parce qu'un de mes officiers, en s'en venant, avait déjà communiqué avec la centrale pour faire venir la cavalerie déjà. Pour couvrir quelques incendies, on me dit que les feux qui naissent dans les entretoits, ce sont à peu près les pires. Mais la structure d'une église, moi je compare ça, c'est un foyer en pierre de 4 côtés avec une cheminée qui est le clocher. Et la matière qui va brûler, le point le plus difficile d'accès, c'est l'entretoit, accessible par le clocher. Puis c'est une voûte suspendue, tout avec des petits morceaux de bois qui suspendent le plafond intérieur, qui date de 100 quelques années, donc c'est sec. C'est le pire endroit que tu peux avoir un début d'incendie. Il n'y a pas grand-chose que tu peux faire pour arrêter ça. Il y a des pompiers de partout, lourdement équipés, qui sont venus vous prêter main forte. Vous avez rapidement fait appel à eux, là. Avant même que nos camions sortent de la caserne, Sorel était déjà demandé avec l'échelle, ce qui est assez exceptionnel parce qu'on savait qu'on avait besoin d'un accès beaucoup plus haut qui nous permettrait d'arroser par en haut, parce que de l'intérieur, c'est impossible. Du sol, tu ne te rendras pas. Les jets d'eau à 150 pieds, tu n'as plus de pression, tu n'as plus de distance. Fait que les forces, les entraides ont été appelées en partant même que mes camions arrivent. Fait que ça n'a pas pris grand temps avant que tous les renforts arrivent. Le mot s'est passé rapidement. Fait que ça n'a pas été long qu'on a mobilisé plusieurs services d'incendie en même temps. On a rapidement su l'Église condamnée? Bien, je te dirais pas condamné. On peut toujours espérer un miracle, mais c'est sûr que c'est pas comme un feu de bâtiment. Tu dis, OK, si je rentre à l'intérieur, je vais être capable d'aller rejoindre le foyer puis de l'éteindre. Le foyer est inaccessible, il est dans l'entretoit. On a rentré à 2 reprises à l'intérieur. Une première fois pour voir si c'était à l'intérieur, dans la partie ouverte de l'église. Il n'y avait même pas de fumée à la première entrée. Mais quand on accédait le clocher, la fumée était déjà plaquée à 25 pieds du sol. Fait que il n'y avait pas grand-chose à faire là pour... Est-ce qu'on a craint pour ce qui était à proximité de l'église? La propagation, c'était un des plus grands dangers. Heureusement, les vents ils étaient de l'ouest, pas trop forts. Ils ont viré plus tard nord-ouest. Donc, les tisons, ma plus grande crainte, moi, c'était le couvent qui était à côté, parce que, naturellement, c'est un autre bâtiment qui est excessivement gros, vieux, beaucoup de matière combustible à l'intérieur. À l'arrière, ça ne m'énervait pas trop, parce que même l'hôtel de ville, c'était plus secondaire. Je savais qu'on pouvait protéger ça avec des jets de protection. Mais le vent, disons, il était sur le bon côté. Après ça, ça a été quand le clocher s'est écroulé, où ce que là, le ciel s'est embrasé de milliers de tisons qui ont tombé jusque 2 rues plus loin, où ce qu'on avait un risque de conflagration secondaire, l'école qu'on a protégée avec une équipe sur le toit avec des lances. Tu sais, le rôle des officiers et des directions, c'est de prendre des décisions pour qu'est-ce qu'on va faire immédiatement, qu'est-ce qu'on va avoir besoin dans 5 minutes, dans une demi-heure, dans 1 heure, puis dans un cas de même, mais tu te dis dans 1 jour même. Quelque chose de surréaliste s'est produit. Je ne sais pas si vous l'avez entendu comme moi. Les cloches ont sonné 2-3 coups pendant l'incendie. Moins 3 coups. Juste avant de tomber. Là, j'ai encore des frissons, peut-être. Oui. C'était vraiment de quoi, là? Ah, non, on l'a tout entendu, là, ceux qui étaient là. Pour vrai, là, c'est comme un dernier signe avant de tomber, ouais. Est-ce qu'il était, cet imposant monument architectural, suffisamment protégé contre la foudre? Tu as parlé de paratonnerres tantôt. Est-ce qu'ils étaient fonctionnels? Moi, selon moi, oui. Selon ce qu'on a vu, les paratonnerres étaient fonctionnels. C'est une question de voltage et d'ampérage. C'est qu'un conducteur, il y a une limite thermique qu'il peut absorber pour amener la décharge électrique au sol. Ça dépasse la limite. Même une maison, j'ai déjà vu des foudres tomber sur des maisons qui avaient des paratonnerres ordinaires, standards, puis le feu a pris pareil.
Puis c'est impressionnant pour nous, là. C'est vraiment impressionnant pour nous, mais quand on regarde à travers le Canada, mettons juste le Canada, ça arrive quand même quelques fois des feux d'église. C'est parce que là, nous, on est marqués parce qu'on a comme le nez devant le fait. Mais pour avoir discuté avec l'évêque, entre autres, puis avec d'autres gens de d'autres régions du Canada, parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de communication à travers le Canada, ça arrivé à bien des places. Bien des places. Puis le paratonnerre sauve souvent le bâtiment, mais c'est pas une garantie à tout prix. Bien, exemple, il aurait pu frapper le paratonnerre, puis le fer aurait pris sur le plancher à l'intérieur, quelque part dans un... Tu sais, on aurait pu le sauver à ce moment-là parce qu'on aurait été capable de l'accéder. Mais en prenant dans l'entretoit, c'est le pire endroit que ça peut prendre. Exact. Puis on n'est pas capable après ça de faire rien. Sylvain Dupuis, on voit passer sur Facebook les images d'objets religieux qui ont survécu à l'incendie. Il y a un monsieur Laperle qui en publie beaucoup là, ces jours-ci. Oui, mais c'est ça. Les gens de la fabrique ont réussi à rentrer. Puis c'est surtout en arrière, dans la sacristie, où peut-être qu'il y avait beaucoup plus d'intervention au niveau au niveau terre-à-terre, là, au niveau des lances. Ils ont beaucoup plus protégé ça. Ça fait que quand ils ont ouvert, écoutez, ils ont trouvé plein d'artefacts, là, encore quasiment j'aurais touché. Là. Puis, moi, je me souviens du meuble de M. Maurice Bonny, là, qui est encore, on dirait qu'il l'a lui-même protégé. Là. Fait que, tu sais, il change pas. Fait que c'est impressionnant. C'est impressionnant qu'il reste encore des choses. Bien, c'est impressionnant, mais ça s'explique. Parce que, comme on dit souvent, c'est une immense boîte en briques, vide pratiquement à l'intérieur. Tu as le contenu, le jubé, les bancs, ces choses-là. Mais la partie arrière est plus compartimentée, donc c'est plus facile de contrôler l'incendie dans ça. Mais le centre de l'église, c'est une immense boîte ouverte. Fait qu'il n'y a aucune façon. Tu peux pas mettre assez d'eau pour éteindre ça. C'est techniquement impossible. Il y a de célèbres défunts inhumés sous l'église. Dans quel état est la crypte? Bien là, on va avoir un peu plus d'idées dans les prochains jours. Là. Mais pour l'instant, écoutez, peut-être que le plancher s'est affaissé ou que, non, mais on ne le sait pas encore, Sylvain, pour vrai, mais c'est sûr que là, les assurances sont en train de bouger. Ils vont essayer de nettoyer un peu plus le site. Puis là, on va avoir l'heure juste après. Mais tu sais, une chose est sûre, puis ça, je l'ai dit à plusieurs entrevues, là, puis on s'est rencontrés d'ailleurs là, pendant le feu. Tu sais, on peut pas faire n'importe quoi sur ce site-là. Il y a quand même un cimetière en dessous. Il y a des curés, il y a la famille de Saint-Ours. Puis c'est un cimetière à base. Si on recule encore plus loin que l'église, c'est un cimetière qui est en dessous. On peut pas faire n'importe quoi là-dessus. Là. On n'a plus accès en automobile au cœur du village depuis l'incendie. Est-ce que la circulation va bientôt être rétablie là, sur Immaculée Conception, qui est le chemin des Patriotes, dans le fond? Il va falloir que ça soit rétabli. Là, on a donné le temps aux assurances. Puis déjà, la Ville puis le MTQ, on a fait des représentations avec les assurances. Parce qu'à un moment donné, il faut décider. Là. À un moment donné, il faut bouger. Le détour dans le village, c'est loin d'être parfait, mais à un moment donné, il faut laisser passer les gens. Il y a l'économie locale aussi. Je pense à ma pharmacie, je pense à mon épicerie. Ceux qui sont vraiment dans le centre du village, il faut les protéger. L'épicerie, l'été, le volume de véhicules qui passent, c'est son air de la guerre. Là, si on les envoie toutes à la campagne, donc CPE aussi. Donc, tu sais, fallait garder un lien d'accès. Évidemment, tu sais, les gens qui connaissent Saint-Ours, qui connaissent un peu la ville, ils trichent par des petits trucs de travers, puis tu sais, ça met des désagréments pour le maire. Mais tu sais, pour venir à ta question, il va falloir ouvrir le chemin des Patriotes. On n'a pas de date, là. On n'a pas de date, mais tu sais, je te dirais, le début de l'école est clairement notre date fétiche, parce que il va y avoir les autobus, les jeunes, on peut pas, puis les parents qui viennent mener les enfants, on peut pas tout envoyer les gens dans le détour qu'on a fait. Donc, on a des décisions à prendre dans les prochains jours. Le clocher s'est effondré, mais les murs de l'église ont résisté au feu. Quel sort on entend réservé à ceux qui restent? La reconstruction, ça, est-ce que c'est parfaitement inenvisageable? Dans la reconstruction, je pense que ça n'arrivera pas. De toute façon... Bien que ce soit assuré, disais-tu.
Oui, mais tu sais, c'est assuré, mais avec un montant. Puis, tu sais, essaie de. Tu sais, cette église-là a coûté 60 000 en 1881. Aujourd'hui, combien ça coûte de construire une église? Attache ta tuque, c'est quelque chose. Alors, quelles autres hypothèses circulent, puisque la reconstruction, ça, c'est pas envisageable? Pour l'instant, là, ce qu'on veut, c'est nettoyer le site, regarder les possibilités. Parce que ça peut être un beau lieu de rassemblement, un beau lieu de réflexion, de communion. Puis garder cet apport-là, c'est quand même le centre, le noyau de la ville. On peut pas faire rase nette. Fait que c'est sûr qu'avec l'évêque puis avec la fabrique, on va s'asseoir après coup. Mais là, c'est sûr qu'il y a un enjeu des murs. Tu parlais des murs, les murs sont hauts. Ils ont été fragilisés, on le sait pas, ça a été C'est très fragile. C'est très fragile. Ah oui, ah oui. Ne serait-ce que le mortier d'époque qui est utilisé, qui est à base de chaux, il se dilue à l'eau facilement. Fait qu'à un moment donné... Alors, si on voulait les conserver, il faudrait les renforcer. Il y aurait du gros travail à faire. Faut comprendre que renforcer, là, c'est entre 2 et 4 millions renforcer ça. Ça n'a pas de bon sens. Fait que, tu sais, je peux tout de suite te dire que les murs vont être descendus. Il n'y a pas de doute là-dedans. Par contre, après ça, comment on peut le travailler, comment on peut le voir, bien, on le verra avec le temps. C'est une église qui était à peine fréquentée, où se tenait un minimum de cérémonies religieuses. Comment vous expliquez que maintenant, sinistrés, les Saint-Oursois là, témoignent à son endroit là, de tel attachement, d'une telle dévotion, je dirais? Bien, je vois peut-être pas ça comme une dévotion, mais ça reste un attachement culturel, ça reste patrimonial, ça reste un bâtiment, ça reste un cœur de village. C'est pas parce que les gens y allent moins souvent à l'église que nécessairement ça reste pas pour eux autres une image qui est belle, puis un lieu de rassemblement. C'est un cœur de village. Il y a une question d'histoire. Ouais. On a toute une histoire attachée à cette église-là. Moi-même, qui est arrivé en 2008, j'ai fait baptiser mes 2 enfants-là. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, moi, je suis pas un natif, comme on dit, là. Il y en a qui, de famille à famille, il y a eu des mariages, des funérailles, des baptêmes, des confirmations, des grandes rencontres. Donc, il y a un attachement historique, un attachement familial. Puis, c'est sûr que, tu sais, pas parce qu'on y va plus qu'on y croit plus des fois aussi. Hein, il y a cet enjeu-là. Puis je suis d'accord avec Sylvain, c'est le centre du village. C'est une présence rassurante. Moi, je pars de chez moi puis je vois plus le clocher. On arrive de Saint-Hyacinthe par le chemin, la route de Michauville. On voyait le clocher à perte de vue. Là, il n'y a plus de clocher. Nos rapports Saint-Oursois sont différents. Quand on se promène, peu importe au Québec, souvent, tu es en vacances, tu te promènes sur la route, tu pointes le clocher au loin, tu sais que tu vas avoir un dépanneur pas loin, tu vas avoir une caisse populaire. Tu sais que c'est ça le centre de la ville. Le clocher annonce le village. Exact. Fait que c'est un peu ça. Là. Puis le côté historique, naturellement, là, puis les fervents d'histoire. Il y a plein au Québec d'églises menacées. Qu'est-ce qu'il faut faire collectivement, M. le maire, pour les épargner de tels sinistres puis les sauver là, du pic des démolisseurs? Ça, c'est une question à plusieurs centaines de milliers de dollars. Je vais parler pour la nôtre. La nôtre, on avait un beau projet en chemin. On avait déposé, je pense, une semaine ou 2 avant, avec un groupe de gens de Saint-Ours, un projet pour la conserver. L'objectif, c'était de la conserver. Il faut savoir qu'il y avait un ordre Casavant, c'est le numéro 4 dedans. Tu sais, c'est pas rien. J'ai vu un article qui disait qu'aujourd'hui, ça vaudrait des millions de dollars. Tu sais, puis il avait payé ça 2700 pièces à l'époque. Les églises, c'est sûr que tu sais, c'est un mal nécessaire là, en 2025 parce que là, souvent, ils les offrent à la municipalité. Nous, on est 1700 habitants. On ne peut pas supporter un bâtiment comme ça. Si l'évêché n'est pas capable de le supporter, imaginons 1700 habitants, c'est impossible. Juste une toiture, il faut envisager un 15-16 millions pour refaire une toiture, que ce soit cette année ou dans 10 ans. C'est une fortune. Pour une petite ville comme la nôtre, il faut faire attention. Évidemment, dans le projet qui avait été proposé, il y avait toute cette idée de conservation-là, profiter du presbytère en arrière pour faire quelque chose. Je ne dis pas que c'est mort. Les gens sont encore intéressés à travailler à la mémoire de ce site-là. Mais il faut se laisser le temps. Mais tu as raison, Sylvain, l'enjeu des églises au Québec, c'est un enjeu... souvent, en plus, la nôtre était immense. Pour une petite ville comme la nôtre, elle était immense. Elle était super belle, là, on l'aime, mais c'était immense. Immense à entretenir, immense à chauffer. Il y a des gens, là, des bénévoles de la fabrique, moi, juste depuis 16 ans que je connais, qui ont donné énormément d'énergie, énormément d'argent pour conserver cette église-là.
Puis la voir partir en fumée, c'est sûr qu'ils sont touchés par ça. On est chanceux quand même qu'elle a été numérisée virtuellement, en numérique, il y a une couple d'années, parce que là, l'intérieur est toujours accessible numériquement. Fait que c'est très intéressant que ça ait été fait. C'est comme un heureux hasard, puis ça va être conservé à jamais à cette heure, que c'est numérisé. C'est mieux que des photos encore. Bien, merci beaucoup, messieurs Dupuis et Forget. Oui. J'aimerais en profiter de la tribune pour remercier encore une fois tous les services d'incendie qui sont venus nous prêter main forte. Toute l'aide qu'ils nous ont donnée à la gestion même de l'intervention. C'est un travail remarquable qui a été fait de la part de tous les intervenants, puis je tiens à le souligner publiquement. C'est très important. Là, tu suscites une question chez moi. Y a-t-il un coût pour ça? Oui, ça va coûter très cher, ça? Ouais, ça va coûter très cher, mais j'ai bon espoir que mes collègues vont me faire des petits cadeaux dans leur facturation. Non, mais c'est la vie, c'est comme ça. Il va falloir payer la facture. Puis évidemment, la facture, c'est toutes nous autres qui la payent. Mais on est correct. On a des sous-côtés, on devrait être capable de s'en sortir. Mais puis il faut savoir aussi que c'est probablement le plus gros feu dans l'histoire de notre service incendie, en tout cas. Je te dirais l'hôtel, peut-être en 94, l'hôtel Bardier. Mais symboliquement, c'est le plus gros, ça, il n'y a pas de doute. Là. Merci de nouveau. On est solidaires avec vous autres. On va à la pause, on est de retour après. À CJSO 101.7 avec Sylvain Rochon. De retour à la tribune. Lucie Grenier est responsable de la bibliothèque ici à Saint-Ours. Cette bibliothèque est installée dans la Maison de la Culture André Melançon, tout près de l'église. Oui. L'incendie de l'église vous a-t-il fait craindre pour la bibliothèque, Mme Grenier? Beaucoup. J'y ai pensé énormément parce que je dis toujours, les murs nous parlent. C'est la plus belle bibliothèque qu'il y a dans la région, si j'oserais dire, Montérégie et mettez-en. Mais là, j'avais parlé à un pompier, puis lui m'a dit les feux n'étaient pas tout à fait sur ce sens-là. Les vents, oui. Les vents. J'ai pas les feux, les vents. Il y avait automatiquement les flammes. Alors, mais ça vire vite, un vent, là, ça tourne vite. Alors, j'ai eu très peur, mais ils l'ont arrosé, puis tout est sauvé. Il n'y a rien, ça sentait même pas le feu dans la bâtisse. Est-ce qu'il y a eu un impact sur les opérations de la bibliothèque? Le feu a-t-il provoqué un impact où elle est accessible? Oui, c'est accessible, surtout le stationnement, parce qu'ils ont mis beaucoup de clôtures. Alors, c'est le stationnement dans les rues, mais pas dans n'importe quelle rue. C'est sûr que là, c'est plus compliqué un peu, mais non, tout continue comme si de rien n'était. Beaucoup de monde y œuvre bénévolement à la bibliothèque? Oh oui. On a des records. On est 23 bénévoles. Moi, je suis responsable depuis 31 ans. C'est vrai? Oui. Et puis, c'est toujours du monde extraordinaire. Parce que moi, j'aime les nouveaux arrivants. J'aime ça que les gens viennent. Puis, originaire, on est 3, dont je fais partie. Les autres, c'est tous des nouveaux arrivants qui se sont impliqués, puis qui trouvent la vie belle à Saint-Ours, puis qui aiment ça, oui. Elle a beaucoup évolué, la bibliothèque, depuis 3 décennies. Bien, l'informatique. On était au crayon de mine, on écrivait la date au petit crayon de mine effaçable. Là. Puis on n'avait pas beaucoup de livres. Puis on a commencé à la salle paroissiale sur le théâtre, avec 4 bibliothèques. Puis avec le poids des livres, les roulettes, il fallait les déplacer quand il y avait des spectacles et tout ça. Fait que les roulettes cassaient. Aux 3 semaines, ils changeaient les roulettes. Quand vous êtes sur le théâtre, sur la scène, la scène de la salle paroissiale Léo Cloutier. Oui, on a commencé là. Alors, c'était déplaisant, là, parce que, tu sais, il fallait tout chauffer à la bibliothèque pour 2 heures de près. Mais en tout cas, ça s'est passé comme ça. Puis après ça, on est allé en arrière. Il y avait une immense galerie. Puis on a recouvert la galerie en attendant. Fait qu'on a été 25 ans, je pense. Là. Vous avez attendu 25 ans? Oui, et puis après ça, bien, on a déménagé dans l'ancien hôtel de ville, qui est la Maison de la Culture. Puis c'est ça. C'est une bibliothèque, la bibliothèque de Saint-Ours, qui renferme une collection de milliers de documents. Hein? Oui, bien, c'est le réseau Biblio Montérégie. Alors, on a un service d'échange. On échange... on peut commander des livres de chez soi ou venir à la bibliothèque, puis c'est tout gratuit. Et puis, l'année passée, on a eu un des îles de la Madeleine. Fait que ça donne un service de plus d'1 million, 1,5 million de livres à la grandeur du Québec.
tout gratuit. C'est un service exceptionnel. Il y a des ressources numériques. On peut apprendre, je pense, 25 langues. Il y a de la généalogie, il y a des films de l'ONF, il y a des méthodes pour Alloprof pour aider les enfants. Il y a 2-3 ressources numériques pour aider les enfants à l'école. C'est incroyable. Il y a des livres numériques aussi. Il y a des livres audio. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de service mieux que ça. Qui la fréquente, surtout, la bibliothèque? Je parle de groupes d'âge, là. Les jeunes familles. Et puis, les gens 50, 60, 70. Les jeunes dans la vingtaine, s'ils ont des enfants, ils vont venir. Mais juste pour eux autres, seulement pour eux autres, pas tant que ça. Mais c'est les familles. Puis la bibliothèque, ce qui est beau, ce que je tiens à dire, c'est que la Ville nous l'a offert, mais tout a été donné. Les bureaux, c'était donné par la Ville. Les étagères, les tables, c'est par le cégep. Il y a une bénévole qui a fait un vitrail. Moi, j'ai donné le banc dans l'entrée. Un autre professeur a donné des petites chaises de maternelle. Tout a été donné. Les peintures, ça a été donné par des peintres de Saint-Ours. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Cette émission est présentée le 12 août. Le 12 août, je ne sais pas si ça résonne quelque chose, cette date-là, à vos oreilles, mais c'est la journée du livre québécois. Oui. C'est la journée « J'achète un livre québécois ». Est-ce qu'il y a beaucoup de livres québécois à la bibliothèque de Saint-Ours? Ils sont identifiés par une fleur de lys bleue, le haut du dos du livre. Oui, on y tient. C'est très bien, oui. J'élargis notre entretien, Mme Grenier. Comment est-ce de vivre et vieillir à Saint-Ours? Ben, tu peux pas en voir mieux. Regardez le décor où on est. C'est extraordinaire. En partant, ce parc-là, je viens régulièrement avec mes petits-enfants. Je fais ma marche aussi. On a tout. On a une pharmacie extraordinaire. On a une épicerie, comme on a parlé tantôt, mais c'est incroyable, là. C'est incroyable. Parce que la semaine passée, une anecdote, il y a eu du monde, là, qui sont venus voir l'église. C'est incroyable. Puis moi, quand je passe, bien là, êtes-vous de la place, madame? Ben oui. Ah, ben là, ça part, la conversation. Fait qu'il y avait des gens d'un autre village plus loin, que je nommerai pas, l'autre bord de l'eau. Puis elle dit, avez-vous... Attendez, Saint-Roch! Non, c'est pas Saint-Roch, c'est plus loin. Fait que j'ai dit, elle dit, avez-vous... Hey! Elle dit, vous avez un guichet? Elle me parle, tout à coup, les yeux se tournent, puis elle voit l'enseigne. Hey, vous avez un guichet? On n'a pas ça, il faut aller à Belleuil, nous autres, chercher notre 20 $. Ah ben, elle dit, avez-vous un dépanneur? Oh, madame, j'ai dit, c'est pas un dépanneur. J'ai dit, je m'en vais là. Venez avec moi. C'est une véritable épicerie. Il y a une vie communautaire pour la peine dynamique. Oui. Il y a beaucoup d'organismes. Comme nous, à la bibliothèque, on a l'organisme Hélène Jackson et Benoît Côté, notre ancien prêtre, a parti Mémoire de Saint-Ours. C'est un travail de 10 ans. 10 ans, ils ont fait un livre. Le livre se vend à la bibliothèque à 25 $. Mémoire de Saint-Ours, c'est comme un genre de société d'histoire, ça, ici? Oui, puis il y a un travail. Puis là, ce qu'on est en train de faire là présentement, c'est que Hélène est en train, avec une bénévole de la bibliothèque, d'informatiser les livres parce qu'ils vont être sur Internet, dans notre catalogue. Parce que Hélène, comme elle dit, si un jour je ne suis pas là, bien, il faut que les gens puissent les consulter. Des livres extraordinaires qu'on ne trouve plus, là, parce que dans une librairie, 4-5 ans, c'est un vieux livre, là. Fait que c'est des livres... les gens ont donné. Elle a des photos, je ne sais pas comment de photos, des registres, des histoires. On va tout avoir ça à la bibliothèque. Mme Grenier, je me tourne vers votre compagnon de table, si vous voulez. Oui, que vous connaissez bien, sûrement. Alexandre Gauthier est coordonnateur aux loisirs et à la culture, pour ne pas parler de ses probables autres fonctions, parce que j'imagine qu'on est très polyvalent dans une petite municipalité. On n'a pas le choix, mais ça nous rend efficace. C'est ça qui est la beauté de la chose. Toi, on t'a connu comme musicien, on t'a connu comme tenancier du bar au Callaghan à Sorel-Tracy. Depuis combien de temps occupes-tu les fonctions là, de coordonnateur aux loisirs et à la culture ici? 8-9 mois à peu près. Oui, Je suis arrivé à l'Halloween l'an dernier. Donc là, je vais finir mon année à l'Halloween. Ça t'a plu te déguiser en coordonnateur aux loisirs et à la culture? Ben, j'ai adoré ça. C'est pas tellement loin de ce qu'on faisait, je veux dire, même au pub au Callaghan, c'était de l'événementiel. On faisait des spectacles. C'est quand même une partie de mon volet ici. Puis j'ai eu la chance aussi d'enseigner pendant 2 ans à l'école Pierre de Saint-Ours, ici à côté. C'est là que j'ai connu la ville plus, puis que je suis tombé en amour avec le village de Saint-Ours. Qui enseignais-tu la musique? Oui, je faisais la musique. Dans ce temps-là, je faisais ce qu'ils appellent les écoles de rang. Est-ce que tu as un bac, toi, en... Comment, là? Interprétation de la musique jazz. Oui, interprétation de la musique jazz. Est-ce que tu es Saint-Oursois toi-même? Malheureusement, non. Mais moi, je fréquente les lieux depuis longtemps. Quand j'étais tout petit, on venait pêcher aux écluses de Saint-Ours.
Celle-là, j'ai été initié à la pêche. Fait que j'ai toujours visité Saint-Ours depuis ma tendre enfance. Je l'ai un peu abordé avec madame, ta voisine. Est-ce que c'est une communauté qui est riche d'organismes sociaux ici? Extrêmement. Puis c'est une des choses aussi là, qui m'a emmené ici. Quand elle a parlé de mémoire de Saint-Ours, il y a le Cercle des fermières aussi, il y a le métier d'art de Saint-Ours. On a à peu près 9 organismes. Le Carrefour communautaire, qui est très, très connu. Qui s'occupe aussi là, de notre maison des jeunes, avec qui je travaille beaucoup en tant que personne des loisirs. Fait que c'est le fun. Puis là, je reviens, je m'occupe du camp de jour aussi. Je revois des anciens élèves que j'avais quand j'enseignais au primaire. Fait que, écoute, tous les chemins me menaient pour m'en venir ici à un moment donné. Tu es, comme coordonnateur aux loisirs et à la culture, l'instigateur et ou le gardien des activités qu'on propose ici? Effectivement. Fait que, tu sais, comme gars des loisirs, comme ils disent, ça implique le camp de jour, tous les événements Fête du Canada, Fête du Québec. Là, on a parti aussi des séries de spectacles d'humour qui vont recommencer à l'automne, là, le 5. Ça, je vais vouloir en parler tantôt. Comment on détermine les activités offertes à la population? Je ne parle pas des spectacles, là, mais comment est-ce qu'on a des lieux pour jaser de ce que les citoyens attendent de leur service des loisirs? Bien, tu sais, dans n'importe quel business de service, on revient toujours à qualifier la clientèle. Fait que, il faut que tu sois sur le terrain, que tu parles à ton monde, tu parles aux parents. On a fait aussi un sondage dernièrement sur Internet, savoir qu'est-ce que les gens veulent. Après ça, c'est important d'être présent aux événements, justement, pour parler avec les citoyens, qu'est-ce qu'ils veulent, vers où on s'en va. Puis, il faut se tenir informé parce que les gens, leurs goûts sont en mouvement. Comme là, on a installé des terrains de pickleball, qui est la nouvelle religion à la mode. C'est vrai. On a installé 3 terrains, puis là, ils sont pleins tout le temps. Puis là, je vais jaser avec eux autres, on va peut-être en installer d'autres parce qu'il y a vraiment une forte demande là-dessus. Là. Il y a un autre équipement municipal qui est très en demande, mais encore inexistant ici. Il y a une autre religion là, que le pickleball, il y a les jeux d'eau, ça c'est une autre religion, ça. Oui, écoute, l'endroit est déjà déterminé. Le projet est en branle. Fait que, ouais, ça c'est derrière le parc, là, ça va être magnifique. Il est de coutume depuis quelques années de présenter à Saint-Ours. Tu dirigeais tantôt pour nous le dire là, des spectacles d'humour. Il y a Olivier Martineau et Pierre Hébert qui s'en viennent. Il y a Guillaume Pinault aussi. Ouais. Comment c'est arrivé ça que vous deveniez diffuseur de spectacles ici? Ben, on l'a essayé. L'intention était déjà là avant mon arrivée. Puis on a essayé 3 spectacles à la fin de l'hiver. Puis les 3 se sont fait salle comble, là, à 250 personnes. Fait que là, on a vu qu'il y avait de l'intérêt. Fait qu'on a dit, bon, ben on va y aller. Là, on voudrait développer aussi un volet plus musical. C'est le fun des shows d'humour, mais ça serait le fun de s'emmener une offre plus diversifiée. Parce que le maire aime beaucoup rire aussi, hein? Je pense que oui. On a tous besoin de rire, je pense, honnêtement, là, dans l'actualité, c'est difficile depuis une dizaine d'années. Là. Ça fait du bien. Et le nouveau coordonnateur d'art aux loisirs et à la culture, est-ce qu'il a, à part ça, des projets? Est-ce qu'il amène avec lui des idées? Est-ce qu'il caresse des rêves? Oui. Là, j'hésite de m'avancer sur... Je veux pas créer d'attente. C'est sûr que quand tu arrives, tu sais, comme ma collègue disait, les lieux sont magnifiques ici, puis il nous reste de l'espace pour faire du développement. Après ça va être de choisir quel projet on va vouloir mettre de l'avant. Tu sais, comme un projet, comme tu parlais des jeux d'eau, bien, ça prend 1 an, 2 ans préparer ça avec les demandes de subvention. Puis c'est du long terme, mais tu sais, comme là, j'aurais peut-être même pas dû en parler parce que là, je vais m'en faire parler à l'épicerie, à la pharmacie, au bureau de poste. Et peut-être dans le conseil municipal. Madame Grenier veut ajouter quelque chose. Je voulais absolument parler du gymnase. Gratuit, que la ville offre aux citoyens. Essayez de trouver ça. Essayez de trouver ça dans une municipalité. Moi, j'en profite très régulièrement, moins là, cet été, mais j'y vais régulièrement. C'est formidable. Il est où, le gymnase? Au Centre des loisirs. On a tout l'équipement qu'il faut. On ne veut pas faire des athlètes olympiques. On veut juste se tenir en forme. Puis c'est formidable. Puis merci au maire, merci aux conseillers d'offrir ça. C'est un cadeau, là. Ouais. Il y aura bientôt le salon littéraire jeunesse. Oui, fin septembre. J'ai profité de... Je voulais remercier Florent Jocun, notre citoyen. On est chanceux, on a un citoyen qui est kinésiologue.
qui est fraîchement débarqué à Saint-Ours, voulait s'impliquer. Fait que lui, il offre son temps les dimanches matins au gymnase. Fait qu'on on est chanceux dans cet esprit de village-là que tout le monde s'implique. Ça nous permet d'avoir une offre qui est supérieure à bien des places, en fait. Nous avons trop peu de temps et vous avez beaucoup à dire. Alors, écoute... Tu m'as parlé du patin à roulettes. Oui. Le patin à roulettes. Oui. Ben là, tu sais, prochainement, ce qui va arriver, le 17, dimanche qui s'en vient, on va avoir un orchestre symphonique sur la patinoire de 60-75 musiciens. Et là là. Ouais, c'est, en fait, regarde, j'en profite. C'est l'Orchestre Philharmonia Mundi de Montréal avec le Berliner Sibelius Orchestra de Berlin. Dans le cadre des tournées, la tournée des Vêpres musicales. Des Vêpres grâce à la Maison de la musique. Ça, c'est dimanche qui s'en vient. Sinon, le 3 octobre, il va y avoir une roulatech avec DJ animation sur la patinoire aussi. Ça, c'est un autre événement le fun. On va se tenir informé, puis CJSO va relayer ces dates importantes. Merci beaucoup, Lucie Grenier. Merci, Alexandre Gauthier. Une pause et on revient. À CJSO 101.7 avec Sylvain Rochon. De retour à la tribune. Il fut un temps où chaque paroisse, à peu près, avait son médecin. Aujourd'hui, chanceuses sont celles qui ont leur pharmacien. Adam Perrault pratique cette profession à Saint-Ours. Bonjour, Adam. Bonjour, ça va bien? Ben oui. Un jeune pharmacien, quand même. Tu n'as pas été diplômé depuis très, très, très longtemps, là? J'ai été diplômé en 2022. Ah, quand même. Ouais. Quand même. Quel bon vent t'a amené ici, à Saint-Ours? En fait, moi, je suis propriétaire de la pharmacie de Saint-Ours depuis tout récemment, en juin cette année. Comment se fait-il que tu te sois posé ici à Saint-Ours? Est-ce que c'est un endroit que tu connaissais déjà? Es-tu originaire de la région? Je connaissais peu Saint-Ours. Moi, à la base, je viens de Drummondville. Mon père puis ma famille viennent de Saint-Pie. Donc, en Montérégie, c'est le même genre un peu de communauté, si on veut, plus agricole et tout ça. Là. Donc, c'est pas trop dépaysant pour moi. Puis c'est un peu ce genre de pratique-là que je recherchais, là, quelque chose avec on a une proximité avec la population, là, un milieu quand même assez serré. Puis je trouve aussi, ce que j'ai pu découvrir aussi, c'est que Saint-Ours, c'est pour sa taille extrêmement dynamique. Là. C'est vraiment un très bel endroit là, pour s'épanouir autant pour une famille que pour une entreprise comme la mienne. Là. Donc, c'est vraiment ça qui m'a attiré vers la région. Là. Puis, ça reste un peu dans le type de communauté auquel je suis familier, que j'aime et que j'apprécie. Vous êtes, je passe du vous au-dessus, là, vous êtes pharmacien propriétaire affilié à Family Prix avec des collègues qui partagent avec vous l'aventure. Peut-être pouvez-vous les nommer? Oui, donc c'est Marc-Antoine Fortin, pardon, Marc-Étienne Cloutier et David Rousseau. Donc ça, c'est mes collègues qui m'aident au niveau administratif là, pour la pharmacie, étant donné que, comme vous dites, là, je suis jeune, j'ai peu d'expérience, là, donc c'est eux qui viennent me soutenir là-dedans. Puis ils sont de passage de temps en temps. C'est sûr ils seront peut-être pas présents physiquement très souvent, mais de temps en temps, ça se peut que vous les aperceviez. Un point de service à Saint-Ours et un autre à Saint-Roch-de-Richelieu, je crois. Hein? Oui, tout à fait. Donc, juste de l'autre côté de la rivière. C'est pas très loin à Vol-d'Oiseau. Un petit peu plus loin, là, à pied, on va dire. mais oui, c'est ça. Ils ont été ouverts en même temps là, par Sixiane, qui est l'ancien propriétaire, qui a fait vraiment un travail formidable, puis qui m'a permis d'hériter d'une aussi belle entreprise, une aussi belle équipe, là, en aussi bonne santé. Family Prix, ai-je lu, c'est la seule bannière québécoise qui appartient à 100% à ces pharmaciens? Tout à fait. Ça, depuis le tout début, c'est comme ça. Puis c'est quelque chose dont la bannière et moi-même, on est très fiers de ça. On peut réellement dire qu'on est maître chez nous, qu'on contrôle la direction que l'entreprise peut prendre. Puis c'est quelque chose qui est vraiment très important, qui, à mon avis, nous permet de donner un meilleur service là, que ce qu'on pourrait avoir ailleurs. Là. On n'a pas les mains liées devant des décisions prises par des vestons-cravates, là, des gens qui penseraient plus à l'argent qu'au bien-être de la population et à la qualité du service. On a beaucoup parlé de l'élargissement du rôle du pharmacien. Est-ce qu'il y a beaucoup de gestes que vous ne pouviez pas poser, que vous pouvez désormais poser?
Bien, il y en a énormément. Je pense déjà tout d'abord, là, ça fait déjà une dizaine d'années, mais il y a la prolongation d'ordonnance qui était pas possible auparavant. Là, quand la prescription était terminée, ça pouvait arriver que certaines personnes se retrouvent sans la possibilité de pouvoir poursuivre leur traitement. Donc ça, déjà, quand c'est arrivé, là, ça a été une énorme révolution là, pour permettre aux gens leur permettre de salariés, là, des fois, on oublie un rendez-vous, on a tellement de choses à penser, la vie va tellement vite, on peut oublier de faire renouveler, de demander une nouvelle ordonnance au médecin. Donc ça, déjà, ça l'a ajouté énormément. Prolongation pour un temps déterminé, par ailleurs, hein, je pense. Là. C'est pas indéfini, là. Oui, bien, c'est selon le jugement du pharmacien en réalité. Là, donc, on peut prolonger pour différentes durées selon le contexte. Certains médicaments, c'est sûr que ça va être une période plus courte. Là. Des fois, ça va déterminer. Puis ça dépend aussi du traitement en tant que tel. Il y a vraiment plusieurs choses qui entrent dans l'évaluation là, de la situation. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Il n'y a pas vraiment de règle générale. Il y avait une limite à 12 mois par le passé, donc on ne peut pas prolonger de plus qu'un an. Mais avec les élargissements qu'il y a eu, entre autres avec la COVID, on a eu la loi 31 initialement qui a ajouté la prolongation, la loi 31 qui est venue modifier ça. Il y a eu plusieurs lois. On a le projet de loi 67 qui s'en vient aussi, qui va apporter d'autres élargissements. Donc, il y a beaucoup d'élargissements depuis. Là. Alors, outre ça, la prolongation d'ordonnance, quoi d'autre? Donc, toutes sortes de petites conditions mineures là, pour lesquelles on peut traiter en pharmacie si quelqu'un se fait piquer par une tique, les gens qui peuvent avoir des aftes bucco-dentaires. On peut même faire la prophylaxie post-exposition pour le VIH ou des choses comme ça. Donc, ça couvre assez large, puis ça va couvrir encore plus large prochainement. Donc, c'est dur de tout énumérer. J'inviterais les gens à appeler en pharmacie quand il y a un petit problème pour qu'on regarde si on peut faire quelque chose. Vous nous avez donné une bonne idée. C'est un service de proximité précieux, la pharmacie. Oui, très précieux. Puis c'est ça qui est intéressant d'en avoir une ici à Saint-Ours. Je pense pas qu'il y a peu je pense pas qu'il y a beaucoup, en fait, de communautés de 1700 habitants qui peuvent profiter d'une pharmacie. Là. On peut probablement les compter sur les doigts d'une ou deux mains au Québec. Là. Donc, c'est précieux. Puis, je trouve que ça donne vraiment une pratique intéressante aussi. Est-ce que vous avez vu beaucoup de Saint-Oursoises et de Saint-Oursois qui faisaient affaire avec une pharmacie en ville déménager ici leur je ne sais pas comment on appelle ça, leur compte client? Ou... Oui, beaucoup. Bien, surtout, là, évidemment, avec le 1er juillet, il y a beaucoup de nouveaux arrivants. Oui. Donc, j'ai pu en rencontrer plusieurs qui étaient nouvellement établis ici puis qui ont fait transférer leur dossier. C'est toujours un plaisir de rencontrer des nouveaux visages. Là. Merci, Adam Perrault, et une belle aventure pharmaceutique ici à Saint-Ours et Saint-Roch. Marie-Pierre Lefebvre est de la ferme Saint-Ours. Pionnière, cette ferme, dans la production d'œufs de spécialité au Québec. Oui, tout à fait. Bien, ferme Saint-Ours, en partant, a déjà plusieurs années d'expérience derrière elle, mais on a été pionniers principalement dans la production d'œufs biologiques au Québec, au Canada, puis également dans les œufs de poules en liberté. Donc, on en a fait une spécialité. C'est rendu, nous, toutes nos poules sont en liberté ou biologiques. Donc, on en est bien fiers. On y croit beaucoup. Puisque vous y faites allusion, c'est une ferme qui a de l'histoire. Oui, effectivement. On est actuellement la 7e génération à s'occuper de la ferme. Donc, c'est certain qu'à travers les années, vous comprendrez que ça a évolué beaucoup. Il y a beaucoup de projets. On est passé d'une ferme laitière à une ferme de poules pondeuses. Maintenant, on produit des œufs de consommation de poules en liberté, des œufs de consommation biologique. On a de la grande culture, comme nos tournesols qu'on voit sur le bord de la rivière cet été. On a une belle érablière. On a aussi des œufs d'incubation. Donc, on a réussi à se diversifier à travers. Votre érablière compte plus de, je pense, c'est 5000 en taille. C'est plus que ça maintenant? Oui, effectivement. On a eu longtemps 5000 en taille, mais maintenant, la Fédération des producteurs et productrices acéricoles du Québec nous émettre de nouvelles entailles, étant donné que la demande est en augmentation et la réserve réduit, la réserve nationale est en réduction. Donc, on va réussir à aller chercher près de 13 000 entailles mais pour la prochaine saison 2026. Okay. Ça, c'est une assez grosse érablière, ça, rendu là. Hein? Oh oui, bien, on commence ça nous amène un petit peu de travail. J'ai lu, puis peut-être que je suis pas à date dans mes lectures, là, je viens d'en faire la preuve avec mes 5000 entailles, mais j'ai lu que vous demeuriez l'une des seules érablières à avoir reçu la certification biologique.
C'était vrai longtemps, en ce sens qu'il n'y avait pas beaucoup d'érablières biologiques au Québec quand on a commencé en 2010. Depuis, ça a quand même évolué. Il y a beaucoup d'érablières qui se sont converties à la production biologique. On en voit des grosses, des petites, des moyennes. Donc maintenant, on travaille... On travaille dans un milieu où il y a de plus en plus d'érablières biologiques au Québec. Là. Il y a une demande pour ça, puis il y a une intention aussi et un désir des producteurs de se convertir au biologique. Et puis, il y a vos champs de tournesol. C'est pour ça que M. le maire voulait d'ailleurs que je vous invite. Vos champs de tournesol qui font tourner les têtes. Comment s'est arrivée la culture du tournesol dans la vie de la ferme Saint-Ours? Bien, c'est arrivé à environ 2010-2012. Nous, étant donné que nos champs sont en culture biologique, on fait une rotation de nos cultures à chaque année. Puis, à force de parler avec des producteurs, à l'époque, c'était mes parents puis ma tante Chantal qui gérait la ferme. À force de discuter, ils ont vu des tournesols, ils ont voyagé, puis ils se sont dit que ça serait une belle façon de poursuivre la rotation des cultures. Puis en plus, c'était magnifique. Donc, ils ont décidé d'en semer à Saint-Ours, pardon. Puis, depuis ce temps, bien, on cultive les tournesols, on amène le soleil à Saint-Ours fin juillet, début août, à chaque année. On en entend beaucoup parler, puis ça nous permet ça permet le sourire aux gens, puis de venir nous visiter. Vous en faites de l'huile? Oui, exactement. Donc, nous, on plante des tournesol. Donc, la semence qu'on utilise, c'est à haute teneur oléique, ce qui fait en sorte que c'est une semence qui est faite pour l'huile, une graine qui est faite pour l'huile de tournesol, spécifiquement. Puis, donc, ça nous fait une huile pressée à froid de haute qualité. On travaille en collaboration avec l'huilerie Arôme des Champs qui, eux, vont presser l'huile, ont toutes les installations pour le faire. Donc, vont presser l'huile, puis après ça, on va pouvoir l'embouteiller ici à la ferme. Et puis, nombreux sont ceux qui se font photographier devant les champs de tournesol, hein? Oh oui! Il y en a des centaines. On a commencé à les voir cette semaine, justement, mais on vous encourage à venir nous visiter, rendre visite à la boutique. Puis, j'en profite aussi, c'est nous, les champs de tournesol sont ouverts à tous. On permet l'accès aux gens, dans le respect, bien sûr, de nos champs, parce que nous, c'est l'huile qui est notre gagne-pain avec les champs de tournesol. Puis, on en profite aussi pour dire qu'on a installé une boîte à dons pour le Centre d'action bénévole de la région pour permettre d'amasser des fonds pour les aider à aider la communauté aussi. On a un beau partenariat avec eux. Là. C'est une belle idée, cette boîte à dons. C'est pas la première année, hein? L'année dernière, déjà, elle était là. Exact. C'est la 3e année cette année qu'on installe la boîte à dons pour le Centre d'action bénévole. Les gens font des dons? Vous en trouvez à l'intérieur? Oui, on en fait un peu. On en retrouve, mais c'est certain qu'on aimerait ça en retrouver encore plus parce que c'est tellement bien ce qu'ils font. Là. Ils aident les familles dans le besoin. Puis, ils ont plein d'outils, que ce soit les cliniques d'impôt, que ce soit les cliniques optométrices pour Monsieur Lunette, là, qui aident ceux dans le besoin. Ils font des transports pour les gens qui ont besoin d'aller rencontrer les médecins et tout ça. Donc, ils ont vraiment une panoplie de services pour la communauté. Donc, on vous encourage à faire un petit don, petit ou grand. Il y a une boutique à la ferme. Oui. Qu'est-ce qu'on retrouve à la boutique? Donc, ce qu'on va retrouver à la boutique, bien sûr, on va avoir nos œufs frais, on va avoir de poules en liberté et de poules biologiques, on va avoir l'huile de tournesol, on va avoir tous nos produits d'érable, donc sirop d'érable, cornet à l'érable, beurre d'érable, on va retrouver toute notre panoplie, on a de délicieuses tartes aussi qui sont cuisinées à la ferme. Puis, on va trouver d'autres produits de la région. Donc, avec le temps, on a diversifié un petit peu notre offre. Donc, on offre de la viande de bœuf des Beauchemin, de la famille Beauchemin. On a également du miel qui est préparé à Saint-Roch. On a des tartinades, des chips, de l'eau pétillante. Donc, on a vraiment diversifié notre offre à travers les années. Puis, c'est tous des produits locaux, tous locaux, fabriqués au Québec et principalement en Montérégie. Bravo! Merci beaucoup, Marie-Pierre Lefebvre. Merci Adam Perrault. Merci à Sylvain Dupuis, Sylvain Forget, Lucie Grenier et Alexandre Gauthier. Merci à Jean Lemay des Communications intermédiaires. Et à très bientôt pour une autre tribune.